le découplage absolu, c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, enfin, ce que les économistes voudraient bien qu'on fasse, c'est-à-dire, on continue à faire de la croissance. Et puis, par contre, on a vraiment une baisse des émissions de CO2 durable et à l'échelle, évidemment, mondiale. Donc, pour l'instant, ce qui est démontré, c'est la capacité à faire du découplage relatif. Découplage absolu, ça se discute. Je voulais qu'on commence, comme je te disais, un peu en amont, par la porte métabolique, c'est-à-dire de regarder un peu ce qu'on consomme aujourd'hui en tant que monde, en tant que planète, et puis comprendre ce que ça veut dire, un peu les dynamiques, mais aussi qu'est-ce qu'on consomme, combien on consomme, etc. Ça se trouve en annexe du livre. Absolument. Je vais te ressortir le même graphique, mais depuis 1900 jusqu'à plus ou moins aujourd'hui. Et je vais te demander de me dire ce que tu vois ici. Je vois plein de choses. Je vois l'industrialisation du monde, je vois l'urbanisation du monde. Ça, c'est la partie grise en particulier, tout ce qui est donc minéraux non métalliques. Derrière ça, il y a des minéraux industriels, mais il y a aussi et surtout des granulats, du sable, du calcaire, de l'argile pour faire du béton. Et puis voilà, un certain nombre d'autres minéraux industriels pas très connus mais qui servent à faire plein de trucs, des réfractaires pour des fours dans l'industrie, des additifs dans le papier, même dans les BD qui permettent de faire du papier glacé, voilà, des choses comme le talc, la calcite, enfin plein de choses comme ça. Je vois évidemment la grande progression des énergies fossiles, ça se voit un peu mais pas à l'échelle réelle de son déploiement, et puis évidemment des métaux. Alors en fait, on compte, c'est de l'ordre de 11 milliards de tonnes aujourd'hui. En fait, dans ces 11 milliards de tonnes, c'est pas 11 milliards de tonnes de métaux pour le coup, mais on a décidé de compter vraiment l'ensemble de l'extraction de minerais. Et puis il y a une partie va être des résidus miniers, l'autre partie ça va être vraiment la consommation métallique. Donc là-dedans, il y a à peu près un tiers de minerais de fer, un tiers qui sont les résidus du cuivre et de l'or, qui sont les deux principaux métaux qui génèrent des résidus miniers, et puis un tiers les résidus miniers, l'utilisation de tous les autres métaux, commencer par l'aluminium et puis quelques autres grands métaux. Donc ça se voit pas trop non plus, c'est un peu écrasé par l'échelle aussi, mais c'est massif en fait. Et par exemple, on a multiplié par 2, 3, 4, 5, un peu plus pour dans les 25-30 dernières années, l'extraction, le rythme d'extraction des métaux. Alors c'est pas juste la transition énergétique, parce qu'évidemment on voit des métaux un peu emblématiques comme le lithium, comme le nickel, comme le cobalt, qui effectivement ont des taux de croissance très impressionnants, et on se dit même les taux de croissance sont pas suffisants pour alimenter la demande demain, soit en énergie renouvelable, soit dans le cadre de ces trois métaux plutôt pour les batteries de véhicules électriques. En réalité, quand on regarde le nickel, ça a triplé là en 25 ans. Et en fait, là, c'est pas le sulfate de nickel des batteries qui a fait exploser le truc, c'est l'acier inox. Donc l'acier inox, ça sert à faire des équipements pour des laiteries. Donc ça peut être l'industrialisation de l'agriculture, ça peut être des équipements pour l'industrie chimique. Donc c'est l'industrialisation tout court. Et puis ça peut être évidemment de la serrurerie, enfin des choses qu'on va utiliser dans le domaine de la construction, des infrastructures. Donc moi je vois cette grande accélération, bien sûr, parce qu'on voit ce point d'articulation à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et puis après il reste la biomasse. Alors, la biomasse là-dedans, c'est en gros de mémoire un tiers de production agricole, un tiers de produits forestiers, et puis tout ce qui est pâturage, ça compte aussi d'un point de vue métabolique, ce qui va se transformer en viande, issu des pâtures. Donc là ça augmente moins vite, bien sûr. On va dire là ça augmente vraiment plus proportionnellement, on pourrait dire, je pense à l'extension agricole. À la population plus ou moins, et donc du coup d'une certaine manière à la population. Ouais. Donc pour rappel ici, donc au début du XXe siècle, on était autour de 7 à 8 milliards de tonnes extraits. Aujourd'hui, on a dépassé les 100 milliards de tonnes. Donc 106,6 milliards, c'est très très précis, ce qui paraît un petit peu étonnant. Il doit y avoir une marge d'incertitude, mais bon, on va dire effectivement de l'ordre de plus de 100 milliards, c'est sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 13 tonnes par terrien. Si on remontait dans les années 70, on était plutôt à 8 tonnes par terrien. Donc voilà, il y a encore une fois un effet double donc de l'augmentation de la population et de la consommation par personne. Évidemment, ces 13 tonnes, elles sont très inégalement réparties. Elles sont inégalement réparties entre les pays riches ou des pays en voie d'industrialisation ou des pays pauvres. Inégalement réparties au sein des pays en fonction de son profil de consommation. Si on a évidemment plus ou moins de
capacité de financement, je dirais. Et puis en fait, en réalité, tout ça est évidemment moyenné. Parce que si on prend pas un peu, je sais pas, la partie de tout ce qui va être granulats, minéraux utilisés dans la construction, si vous faites construire votre maison, j'en sais rien, que vous achetez dans un immeuble neuf, vous aurez contribué à, je sais pas, à vos 80 à 150 tonnes de consommation de matériaux, mais évidemment, vous n'êtes pas tellement plus coupable que quelqu'un qui a racheté une maison ou un appartement qui était déjà construit. On peut hériter la masse de quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Et donc c'est évidemment la moyenne, mais ce que ça montre surtout, c'est que si on descend un peu plus bas, vraiment en allant sur chacun des pays, en fait, il n'y a pas vraiment de dématérialisation, quoi. Ça se calme pas vraiment dans les pays du Nord. On pourrait se dire, c'est ce qu'on avait raconté dans la vie stationnaire, cette idée qu'on a un patrimoine bâti immense avec un usage qui est pas forcément très intensif, parce qu'il y a de la sous-occupation, parce que il y a des mètres carrés disponibles qu'on va pas forcément très bien utiliser. C'est pas vrai seulement pour les logements, c'est vrai pour les bureaux, c'est vrai pour des centres commerciaux, c'est vrai pour des bâtiments fonctionnels, des bâtiments, j'en sais rien, des trucs sportifs, etc. Et donc voilà, finalement cette consommation de matériaux, elle reste très importante aussi au nord, dans les pays déjà développés. Même si on joue sur le patrimoine parfois séculaire qu'on peut avoir, on continue à construire et à consommer. Et donc il y a vraiment pas de dématérialisation. Et puis si on prend vraiment des métaux plus précis, là en fait on voit aussi que la dématérialisation, au-delà d'un peu de l'image d'Épinal qu'on pourrait avoir de dire le smartphone c'est quand même génial, parce que ça a remplacé le Walkman de nos ancêtres, ou j'en sais rien, l'iPod, le radio réveil, la lampe de poche, que sais-je, l'appareil photo, blablabla, on peut rajouter tout ça. En réalité, oui, d'accord, c'est super efficace, c'est tout petit, c'est bien, mais derrière le smartphone, évidemment, ça convoque un monde complet qui commence avec les stations de base, les antennes du réseau d'accès radio qui permet de récupérer le signal et transporter les données, et puis ensuite, derrière ça, des routeurs, des centres d'opération, et ça va aller jusqu'au câble transocéanique, un peu de satellites, mais les satellites, en fait, derrière un peu Musk, Bezos et quelques autres qui jouent les matamores avec pour nous polluer le ciel nocturne avec leur galaxie de microsatellites. Bon, c'est l'essentiel du trafic internet, il est plutôt dans des câbles aujourd'hui, donc la fibre optique soit terrestre, soit océanique. Et donc voilà, donc du coup cette matérialité là en fait quand on vient faire le calcul, là on n'arrive pas à dématérialiser en fait. En réalité, on a même plutôt un léger surcouplage, donc le découplage, c'est cette idée qui a été plutôt, plus que cette idée, cette réalité relative dans le cas de l'énergie et du CO2, des émissions de CO2. On constate un certain découplage qui rend optimiste, on pourrait dire les économistes et les plus technosolutionnistes d'entre nous. Donc l'idée que on arrive à décarboner l'économie, c'est-à-dire qu'on continue à faire de la croissance du PIB, mais on arrive à le faire avec une consommation d'énergie qui monte pas aussi vite que le PIB, et puis le CO2, lui, il monte encore moins vite par rapport à la consommation d'énergie. Donc on parle de découplage relatif dans ce cas-là. Une courbe monte un peu plus vite que l'autre. Et puis le découplage absolu, c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, ce que les économistes voudraient bien qu'on fasse, c'est-à-dire on continue à faire de la croissance, et puis par contre, on a vraiment une baisse des émissions de CO2 durable et à l'échelle évidemment mondiale. Donc pour l'instant, ce qui est démontré, c'est la capacité à faire du découplage relatif. Découplage absolu, ça se discute, parce que certains pays le font. Certains pays ont réussi à le faire parce qu'ils étaient historiquement très charbonnés, par exemple, comme le Danemark, ou l'Espagne, je pense, des choses comme ça. Après, il faut faire attention au bilan des imports et exports, puisque on a dans les émissions de CO2, il faut aussi compter plutôt c'est la même chose dans les ressources d'ailleurs. On peut importer des minerais quelque part à travers la consommation, ou exporter des minerais. Bon, donc on arrive quand même à faire ce découplage à minima relatif, peut-être absolu à petite échelle, à l'échelle de la planète pour l'instant, c'est évidemment pas le cas. Et par contre, dans les métaux, là, on n'est pas du tout en découplage relatif, on n'est pas en couplage non plus, d'ailleurs, on est en surcouplage. C'est-à-dire qu'il y a des métaux qui suivent à peu près le PIB, c'est le cas du cuivre, par exemple. Donc là, vraiment, le cuivre, c'est un indicateur quelque part de l'industrialisation, de l'urbanisation du monde, en gros. Dès que vous construisez un truc, une route, une infrastructure, une machine, une voiture, il y a forcément quelques câbles électriques dedans. Donc ça suit assez bien le PIB. Mais il y a des métaux, pour le coup, qui vont monter
va augmenter plus vite, le taux d'extraction va augmenter plus vite que le PIB. C'est vraiment bien démontré et clair. Et c'est là qu'on a un challenge, parce qu'effectivement, là où on pensait finalement soulager un peu la planète, c'est un peu le contraire, parce que du coup, extraction supplémentaire, ça veut dire impact sur le vivant, sur la biodiversité. Est-ce que je fais ça au milieu d'un désert où j'ai besoin d'eau pour traiter le minerai et je manque déjà d'eau? Est-ce que je fais ça demain au fond des océans à racler les nodules polymétalliques ou les encroûtements sur les dorsales océaniques, ou est-ce que je fais ça à la place d'une forêt tropicale, comme c'est le cas par exemple sur les mines de nickel aujourd'hui en Indonésie.